Bénin, les forces politiques de l'opposition ont convié le peuple à la mobilisation pour faire échec au projet de leur exclusion des prochaines élections législatives. On en parle dans cette édition. En RDC, 30% des 690 victimes d'Ebola enregistrées sont des mineurs. Les gamins meurent et subissent les effets collatéraux de l'épidémie. Protéger les enfants devient, dans ce contexte, un principal enjeu. Et puis les résultats de l'enquête préliminaire sur les causes du crash du Boeing 737 MAX sont connus. Selon le rapport, les pilotes du vol ont exécuté à plusieurs reprises les procédures recommandées sans réussir à sauver l'appareil. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Au Bénin, les forces politiques de l'opposition refusent de prendre acte de la décision du gouvernement de laisser le processus électoral se poursuivre avec les seules formations politiques du camp présidentiel. À la faveur d'un point de presse, elles ont convié le peuple béninois à la mobilisation pour faire échec à ce projet. Livré au prix du sang, des combats éclatants, accourez vous aussi, bâtisseurs du présent, plus fort dans l'unité chaque jour à la tâche, pour la postérité construisez sans relâche, enfants du Bénin debout. La liberté des cris sonores, rechante premier feu de l'aurore, et enfants du Bénin debout. Devant la communauté internationale et devant vous, Béninoises et Béninois, nous acceptons la mission qui nous incombe désormais, arracher nos institutions des mains du despote qui tente de tout asservir. Nous vous appelons tous, dès demain, à sortir sur l'ensemble du territoire national, à des manifestations géantes, à des protestations géantes et pacifiques dans toutes nos villes. Sortons ensemble pour défendre cette démocratie confisquée. Sortons pour dire non à l'imposture. Sortons les mains libres avec des mouchoirs blancs. Sortons pour exiger la justice. Sortons pour dénoncer le complot des institutions. Sortons pour arrêter l'arbitraire. Sortons pour montrer au monde entier la souffrance de notre peuple. Sortons pour refuser qu'on nous impose les 83 députés privés du chef de l'État. Sortons pour affirmer la souveraineté de notre peuple. Sortons jusqu'à ce que le consensus soit trouvé pour de véritables élections inclusives et transparentes. Nous sommes désormais seuls face à notre destin et nous y ferons face avec courage et foi. La patrie nous appelle, la victoire nous attend et que Dieu bénisse le Bénin. Restons au Bénin où, face à l'impasse née du processus électoral, l'ancien président Nicéphore Soglo a été reçu par 2 fois pour discuter des voies de sortie possibles avec le président Patrice Talon. Mais visiblement, ce dernier semble hermétique aux diverses propositions de l'ancien chef de l'État qui se dit déçu après leurs échanges. Nicéphore Soglo a qualifié de ubuesque et ahurissant l'attitude du chef de l'État. On l'écoute. J'ai été reçu pour la seconde fois en consultation au Palais de la République par le président Talon à propos de la crise de la démocratie que connaît paradoxalement le Bénin, le berceau des conférences nationales souveraines. Après des échanges de quelques heures, je suis ressorti avec un sentiment de malaise. Car voilà quelqu'un qui se noie et des voisins et amis se portent à son secours, surtout en cette période pascale, même dans son église préférée de Banamé, et il repousse toutes les mains tendues. C'est un mystère. Le chef de l'État, lors de notre
première entrevue, m'avait donné l'assurance qu'il voulait faire baisser la tension dans le pays et en revenir aux lois qui avaient permis son élection en 2016. C'est une pure folie de croire que quelqu'un dans notre pays et dans le monde puisse accepter l'horrible profession de foi du président Talon qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Je cite, « Ce qui permet à un président en exercice d'être réélu, c'est sa capacité à soumettre, à avoir à sa solde tout le monde, députés, maires, élus locaux, commerçants, partis politiques. C'est la manière dont personne n'est capable de lui tenir tête, d'être compétiteur contre lui. Si vous n'avez pas de compétiteur, vous avez beau être mauvais, vous serez réélu. » Fin de citation. C'est tout simplement ubuesque et ahurissant. Talon s'est manifestement trompé de pays et d'époque. Nous sommes à présent en République démocratique du Congo, gracié par le président Félix Tshisekedi. L'homme politique et ancien prisonnier Franck Diongo s'est exprimé à Kinshasa au cours d'une conférence de presse. Il a donné sa position par rapport à la période post-électorale. En liberté depuis le 16 mars dernier, il soutient désormais le nouveau président. Des précisions à travers ces images. Membre de la plateforme Ensemble pour le changement qui a soutenu la candidature à la présidentielle de Martin Fayulu, Franck Diongo a tourné la page de la contestation et ne reconnaît qu'un seul président de la République. Il n'existe pas deux présidents de la République en République démocratique du Congo. Le Congo n'a qu'un seul président après les élections. Félix Tshisekedi a-t-il déclaré. Cependant, face aux nombreux recours aux législatives et autres revendications post-électorales, il propose l'organisation d'un dialogue inclusif, franc, sincère et sans tabou pour faire face à ce qu'il considère comme une récurrente crise de légitimité des institutions de la République. Il a également appelé la classe politique à protéger la Constitution pour ne pas permettre, a-t-il dit, la continuité du régime de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Un régime qui a perdu l'élection présidentielle, sanctionné par le peuple congolais. Par un processus vicié, il s'est imposé une majorité parlementaire. Vous allez accepter que les gens mal élus changent la Constitution. Le combat pour empêcher le changement de la Constitution, c'est maintenant, a-t-il lancé. Franck Diongo avait été condamné en décembre 2016 à 5 ans de prison ferme par la Cour suprême de justice, faisant office de cour de cassation. Il est parmi les prisonniers qui ont été libérés le mois dernier sur décision du président Félix Tshisekedi. D'après le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, 30% des 690 victimes d'Ebola enregistrées à la date du 3 avril dans l'est de la République démocratique du Congo sont des mineurs. Les gamins meurent et subissent des effets collatéraux de l'épidémie. Dans ce contexte, comprendre la maladie et informer les populations locales sont devenus les principaux enjeux pour protéger les enfants. Reportage. Quand l'épidémie d'Ebola a frappé la ville congolaise de Butembo, Evelyne faisait partie des premières personnes contaminées. Guérie et maintenant immunisée, elle travaille comme berceuse dans le centre de traitement de la ville et reste au chevet des enfants suspectés d'être touchés par la maladie, comme la petite Sarah, 7 mois, qui vient de passer des tests. Ici, les enfants subissent les effets collatéraux d'Ebola. Luc, 5 ans, a été pris en charge dans cette crèche gérée par l'UNICEF. Sa maman est morte d'Ebola. Donc il est en observation, vu qu'il était en contact direct avec sa maman. D'après l'UNICEF, les enfants représentent 30% des victimes d'Ebola, dans un pays où la moitié de la population a moins de 18 ans. Dans cette école de Butembo, Huguette tente de sensibiliser les plus jeunes après avoir elle-même survécu à la maladie. Principalement, c'est leur dire que la maladie existe et que nous devons nous prévenir de cette maladie parce que c'est une maladie mortelle. Autre défi, l'insécurité. Cible d'attaque en début d'année, les 2 centres de traitement de Butembo et de Katwa sont sous haute protection. La reconstruction et la réouverture du centre de Katwa suscitent des attentes très concrètes de la part des habitants. Alors nous sommes là pour chercher le boulot pour avoir quelque chose à manger. Ebola fait peur, mais pour le moment, les gens comprennent que c'est un danger et il faut se protéger.
Comprendre la maladie, informer les populations locales, tels sont les enjeux pour protéger les enfants de bout en bout. D'après l'OMS, la lutte contre Ebola pourrait prendre encore 6 mois. Je l'annonçais en titre, les pilotes du vol d'Ethiopian Airlines qui s'est écrasé le 10 mars dernier, faisant 157 morts, ont exécuté à plusieurs reprises les procédures d'urgence recommandées par Boeing, mais ne sont pas parvenus à reprendre le contrôle de l'appareil. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi la ministre éthiopienne des Transports. C'était lors de la présentation des résultats de l'enquête préliminaire sur les causes du crash. Les détails. Les résultats de l'enquête préliminaire sur les causes du crash du Boeing 737 MAX en Éthiopie le 10 mars dernier ont été rendus publics ce jeudi. C'était lors d'une conférence de presse durant laquelle la ministre éthiopienne des Transports a affirmé que les pilotes du vol d'Ethiopian Airlines ont exécuté à plusieurs reprises les procédures recommandées par Boeing, mais ne sont pas parvenus à reprendre le contrôle de l'appareil. Ce rapport préliminaire recommande que le système de gestion de vol de l'avion soit revu par le fabricant américain Boeing avant que la flotte des Boeing 737 MAX clouée au sol dans le monde entier depuis l'accident soit autorisée à voler à nouveau. La ministre éthiopienne des Transports n'a pas fait référence au système de stabilisation de l'appareil, soupçonné d'avoir joué un rôle clé dans l'accident, mais elle a évoqué un mouvement de piqué répété de l'avion. Le système de stabilisation de l'appareil a été spécialement conçu pour le 737 MAX afin de corriger une anomalie aérodynamique liée à une motorisation plus lourde. Dans une consigne adressée aux équipages le 6 novembre dernier, Boeing expliquait qu'une erreur de la sonde mesurant l'angle d'attaque pouvait conduire le système de stabilisation de l'appareil à mettre brutalement l'avion en piqué, le nez vers le sol. Voici à présent la revue des titres à la une de quelques journaux africains parus ce jeudi. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Première escale de la revue de presse Afrique d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire présidentielle 2020, l'opposition en panne de stratégie pour défier le RHDP, écrit en titre le sursaut. Le Jour Plus nous informe de la nomination des 33 sénateurs au Parlement hier. On reste avec le Jour Plus qui évoque en titre la crise au sein du Front populaire ivoirien. Fraternité Matin nous annonce la visite du président égyptien le 10 avril prochain. Toujours à la une de Fraternité Matin, un centre d'opération d'urgence et une plateforme de lutte contre les épidémies ont été créés. Au Cameroun, Le Jour nous informe que les employés du stade d'Olembe sont en grève. On reste avec Le Jour qui nous apprend également que des compagnies de transport sont scellées à Bafoussam. Direction le Mali où le Républicain nous apprend que le gouvernement a été interpellé hier à l'Assemblée nationale après le drame de Agosagou. Dernière escale du jour, le Burkina Faso, dialogue politique. Le chef de l'État échange avec l'opposition et la majorité, informe l'Express du Faso, qui nous apprend également que le SENTEF a lancé un appel de 72 heures sans travail dans les services. Puis, mouvement d'humeur des chauffeurs routiers. On reste avec l'Express du Faso, qui nous fait savoir que les transporteurs sont des marques. Voilà, c'est la fin de la revue de presse Afrique de ce 4 avril 2019. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Voilà, fin de ce JT. Merci de l'avoir suivi.